Aujourd'hui en 2018, demandez à peu près n'importe qui à quoi ressemble un film d'horreur et vous aurez à peu près toujours la même réponse. Ambiance glauque, monstre creepy, jumpscare et pouf, vous avez un film d'horreur, la formule est simple et ramène toujours autant de jeunes publics à la recherche de doux frissons horrifiques. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, si on fait un petit saut dans le temps de 40 ans, le genre était tout autre. Les années 70 ont vu quasiment l'émergence de l'horreur, car même s'il existait déjà avant, il a fallu attendre le succès retentissant de L'Exorciste en 1973 et des Dents de la Mer en 1975 pour que le frisson au cinéma commence à être pris au sérieux. Et parmi ces films fondateurs de ces années-là, il y en a un en particulier sur lequel je vais revenir aujourd'hui, et ce film c'est Halloween de John Carpenter. John Carpenter, aujourd'hui connu sous l'appellation du maître de l'horreur, est un réalisateur qui a énormément donné au genre de l'horreur. Sans blague. Mais son premier succès, son premier coup de théâtre qui a marqué le public, c'est bien Halloween en 1978. Le film est né d'une idée de scénario simple visant à montrer un tueur de baby-sittrice. Le film n'est pas si éloigné que ça de l'idée originale, et une certaine simplicité est restée dans le film. Comme je l'ai dit, Halloween est un succès gigantesque qui est resté dans les esprits grâce à plusieurs éléments, mais principalement l'atout majeur de la saga, Michael Myers, notre psychopathe préféré. Notre deuxième psychopathe. Oh putain gueule. La menace ultime, un tueur à peine humain qu'on ne peut ni stopper ni raisonner. Ah oui, tiens, c'est vrai, comme quoi. Michael Myers, c'est le traumatisme de toute une génération, une silhouette qui cache son humanité derrière un masque blanc aussi inhumain que lui, à tel point qu'il en est crédité au générique comme The Shape, la forme. Car c'est ce qu'il est, une forme avec laquelle on ne peut parler ou raisonner. C'est une forme qui apparaît dans nos voisinages et s'infiltre chez nous sans que rien ne le dérange. Myers est un monstre cinématographique dans le plus pur sens du terme. Il est littéralement la caméra dans quelques séquences à la première personne particulièrement osées pour l'époque. Il s'incruste dans le cadre sans que la caméra ne s'arrête sur lui comme s'il s'immisçait dans le film sans qu'on ne le veuille. Il est une ombre, une silhouette que l'on reconnaît entre mille. Il est aussi un bruitage, un souffle étouffé à peine humain, comme tout ce qui le concerne finalement. Sauf ce plan qui n'a rien à foutre là. D'ailleurs le 2 l'a viré de son intro. Face à ce tueur, il y a Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, jeune fille bien américaine, symbolisant la vie résidentielle parfaite, qui se retrouve confrontée au mal absolu. Une confrontation bien mal dans laquelle le spectateur ne peut que s'investir. Halloween doit aussi son succès à sa musique, un thème au piano tout simple de 2 notes et demie composé par John Carpenter lui-même. Ça dû lui prendre 2 secondes, mais au final il faut avouer que ce thème est sacrément efficace. Après un succès comme celui-ci, une suite devait naturellement voir le jour. Elle arrive en 1981, après 2 ans de galère pour la réaliser. Alors, comment faire la suite d'un film comme Halloween? C'est simple, en faisant la suite directe, en restituant ainsi au mieux l'ambiance et le charme de l'original. Il y arrive tellement, bien qu'il est pour moi indissociable du premier. On y retrouve tout ce qu'on aimait dans le premier. Michael Myers, Laurie Strode, le Dr Loomis, une réalisation travaillée, une ambiance bien installée. C'est d'ailleurs au niveau de l'ambiance que ce film est remarquable. L'horreur est beaucoup plus présent puisque la menace est déjà installée, l'ambiance visuelle est plus soignée et cette image, ce sang humain sortant de ses orbites inhumaines, m'a à la fois fasciné et terrifié. Pour moi une excellente suite qui forcément en appelait à une autre. Halloween 3, le sang du sorcier, ou Season of the Witch en anglais, titre qui de toute façon l'un comme l'autre n'a rien à voir avec le film. Pour ce 3e chapitre, les producteurs ont décidé d'être différents, de ne pas continuer l'histoire de Michael Myers, mais de développer plusieurs films indépendants parlant chacun d'un aspect de la fête et formant ainsi une anthologie Halloween. Alors en soi l'idée est bonne, mais comme le film s'appelle Halloween 3, on s'attend forcément à un film dans le même esprit que les premiers, dans la même continuité. Alors la même continuité vous pouvez rêver, l'idée est écartée très vite par ce caméo télévisé qui est répété carrément 2 fois. Comme pour appuyer le fait qu'on regarde un Halloween alors que le film se veut indépendant. Et sinon pour ce qui est du même esprit, alors que les 2 premiers nous racontaient l'histoire simple d'un tueur, ce 3e Halloween parle d'un complot industriel visant à tuer tous les enfants le soir d'Halloween avec une pub télé hypnotique pour activer leur masque tueur car le trèfle d'argent est le seul à vendre des masques et ainsi à faire un grand sacrifice à Satan. Et puisque vous reprendrez bien un peu de n'importe quoi sur votre hors-sujet, on rajoute un sorcier, celte, enfin on suppose, une pierre de Stonehenge volée façon moi moche et méchant, un repère façon James Bond, des robots façon... Des robots? Mais vous fumez, monsieur. Mais c'est Halloween, pas Robocop! Ce film est catastrophique, ce film est nul, ce film est inintéressant. Sérieux, vous en avez eu quelque chose à foutre de cette histoire? Ou de ces 2 guignols qui servent de personnages? Rien du tout.
pareil pour l'ambiance et la tension, ce film est juste filmé, on pose la caméra, on fait jouer les acteurs, on monte basiquement, on enrobe le tout de violence et gratuite et inutile pour se rappeler qu'on fait de l'horreur, et on envoie. À aucun moment on essaye de nous faire peur, et pour un film d'horreur, c'est quand même la loose. Et vous vous souvenez de la superbe musique du premier ? Eh bien vous l'oubliez, la seule musique que vous entendrez ici, c'est ça. Cette putain de pub. Et on l'entend tout le temps. En parlant de la fin, cette fin brusque et inattendue que beaucoup glorifient au nom de la beauté de la fin ouverte. Non. Ça, c'est une fin ouverte. Ça, c'est une fin ouverte. Là, ils ont juste oublié de finir le film. Dans une fin ouverte, les enjeux sont résolus, l'histoire est finie, on nous laisse juste quelques pistes ouvertes pour laisser notre imagination active. Là, il y a tellement de choses pas finies qu'on dirait juste qu'ils ont eu la flemme de finir. Déjà, c'est qui lui? Pourquoi il veut faire ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui lui arrive? C'est bien? C'est mal? Et cette pierre d'ailleurs, comment ils l'ont amenée ici? Et à quoi elle sert? Et les robots, ils ont fait comment? Ils avaient aussi une usine en Chine, et elle, c'est un robot depuis toujours. Et sinon, elle est où la vraie? Et ça, c'est juste moi devant le film. Halloween 3 a été un bide, faute à un film bancal et une promotion qu'il faisait passer pour la suite des deux premiers, ce qui n'était absolument pas. Alors que la saga semblait compromise, un quatrième film finit quand même par voir le jour, en misant cette fois sur ce que le public voulait revoir, le retour de Michael Myers. Et que ce film fait du bien, car ça fait toujours plaisir de voir un vrai film Halloween, un film à ambiance, une traque à Haddonfield le soir d'Halloween, le docteur Loomis, Michael Myers, de vrais moments d'angoisse, tout ce qu'on attend d'une suite d'Halloween. Si je vais accorder un reproche, le film s'emmerde pas trop. On reprend globalement l'histoire du premier, Myers s'échappe, on va à Haddonfield pour tuer Laurie, point. Mais on n'en demande pas vraiment plus, d'autant que le film reprend ce thème pour rajouter ses petites nouveautés. La scène sur le camion est originale, tout comme le fait de suivre des personnes barricadées dans un climat de siège. Et l'autre grosse nouveauté du film, c'est les nouveaux personnages. Jamie, la fille de Laurie Strode, la nouvelle cible de Myers, et Rachel, sa sœur adoptive. Ces deux nouveaux personnages, en plus d'être très bien joués, rajoutent une dynamique vraiment nouvelle, en plus d'être attachants. Car contrairement au film précédent, ici je n'ai pas envie de voir les personnages mourir. Ici je suis impliqué, car cette fois le film fait peur. Déjà cette scène, sacrément efficace et bien pensée que je ne vous spoilerai pas. Le final au cimetière a son petit effet aussi, et cette fin absolument glaçante. Oui, cette fois c'est une vraie fin ouverte. Le film est fini, mais on nous laisse quand même une piste effrayante pour la suite. Une piste qui ne sera pas exploitée. Halloween 5, la vengeance de Michael Myers a été réalisée dans la précipitation la plus totale suite au succès surprise du quatrième film. Et autre particularité, il a été réalisé par un compatriote, le Suisse Dominique Ottenand-Girard. J'aimerais dire que ça me rend fier, mais c'est moyennement le cas. Alors ce n'est pas un mauvais film, il y a pas mal de bonnes choses, mais il y a aussi du mauvais. On va commencer par là. Le mauvais, c'est en premier lieu d'être passé à côté de l'occasion de faire évoluer la saga en faisant de Jamie une nouvelle tueuse, comme le suggérait la fin du précédent. Alors ok, soit, c'est un choix, mais en refaire la victime de Myers comme dans les précédents, c'est un peu léger quand même. Même si on a cette histoire de lien mental qui est plutôt cool. Rachel est l'autre personnage du film précédent, victime de celui-ci, puisqu'elle est tuée dès le début du film dans une scène assez mal branlée et sans impact qui en plus n'aura aucun impact pour la suite du film. Ça la fout un peu mal. Niveau horreur, c'est aussi assez mal géré. Le film nous faisait tellement de tension dans le vent que quand Michael arrive, on n'a plus vraiment peur. Et pour ce pauvre Michael, c'est assez navrant de le voir survivre à de grosses fusillades pour se faire battre par Loomis armé d'une planche en bois. Mais sinon, en ce qui concerne Myers, j'adore son développement. L'idée d'une recherche presque instinctive de rédemption et son lien avec Laurie est super bien assumé. Et leurs scènes à la maison, notamment celles où il se démasque, sont juste magnifiques. D'ailleurs, le film regorge d'excellentes scènes comme le défi de Loomis ou le klaxon, qui est une idée géniale. Ou plus basiquement, j'adore le générique.
et les acteurs sont toujours excellents, que ce soit Daniel Harris avec qui je ne serai jamais objectif, ou l'indéboulonnable Donald Pleasance dans son éternel rôle du Dr Loomis. Malgré l'échec commercial, les studios produisent malgré tout un 6e film. Halloween 6, la malédiction de Michael Myers, il faut vraiment arrêter de mettre Michael Myers dans le titre de chaque film juste pour qu'on comprenne que c'est un film Halloween. Alors donc, Halloween 6... ok, bon, alors je vais aller très vite. Il y a Michael Myers, et ça c'est cool, dans le sens où il fait vraiment peur et il dégage une vraie classe dans des scènes vraiment efficaces comme celle-ci. Et sinon c'est tout. Le reste est placé sous le signe du sans intérêt. Les personnages, sans intérêt, car le scénario a l'excellente idée de tuer Jamie dès l'intro. Et tiens dis donc, ce ne serait pas exactement l'erreur du film précédent, comme c'est étrange. On se retrouve donc avec des guignols sans intérêt joués par des acteurs en mode téléguidé. Le scénario, sans intérêt, car il va nulle part, nous parachute une secte secrète qui a 2 scènes ultra expédiées, et cette vieille histoire de malédiction celte, ce qui ressemble beaucoup trop à ces conneries du 3e film. La réalisation, sans intérêt, la musique, sans intérêt, le film, sans intérêt. Bref, c'est pas terrible. Le film ne menait la saga nulle part, et avec la mort de l'acteur Donald Pleasance, il devenait évident que la saga ne pouvait pas continuer comme ça. Il était temps pour un renouveau. Il était temps pour Halloween 20 ans après. Pour le 20e anniversaire de la saga, les producteurs décident de repartir sur de nouvelles bases en faisant suite uniquement aux 2 premiers, sans donc s'encombrer de tout ce qui était fait entre temps. On change donc de décor pour une suite beaucoup plus réfléchie qui essaye vraiment de donner suite au film de Carpenter autrement que juste Myers tue des gens. Il s'axe notamment sur le retour de Laurie Strode qu'on retrouve avec un énorme plaisir à nouveau joué par Jamie Lee Curtis, en s'intéressant notamment à son traumatisme et sa façon de le surmonter et de se reconstruire sa vie. Et c'est pour ça que les scènes de fausse peur marchent ici et pas dans le 5. C'est parce qu'ici ça permet de montrer la paranoïa constante de Laurie après ce qui s'est passé. Le tout est brillamment joué, brillamment écrit et brillamment filmé, et le film trouve tout de suite un très chaleureux accueil auprès des fans. Sauf de moi, qui suis un peu hors du film pour une raison inconnue. Peut-être à cause du changement de décor ou du fait que le film ne fasse au final pas si peur que ça. Toujours est-il que je n'ai jamais réussi à pleinement rentrer dedans. Et puis il y a ces 2 défauts. D'abord le rythme. On passe beaucoup trop de temps sur la partie développement et installation et la partie avec Michael Myers est rushée. Il y a un autre défaut qui n'a pas dérangé que moi, le masque de Myers qui a des orbites beaucoup trop grandes, ce qui laisse trop entrevoir ses yeux, symbole de son humanité, ce qui est exactement ce qu'il essaye de cacher avec ce masque. Ah puis la musique est pas terrible, mélange entre Danny Elfman et de la musique de films d'horreur classique, vraiment pas fan. Même si selon les dires du compositeur John Ottman, ces compositions ont souvent été remplacées par de la musique additionnelle plus classique. On est donc passé de ça à ça. Mais malgré tout ça, le film est excellent, vraiment l'opus dont la saga avait besoin pour s'extirper de la fosse dans laquelle elle s'était ensevelie avec les derniers films. Un épisode à l'immense succès qui allait forcément être suivi par une nouvelle suite. Halloween Résurrection. Clairement pas l'épisode le plus utile de la saga. On est sur un bon gros slasher des plus classiques avec l'archétype d'un groupe de jeunes enfermés dans un endroit isolé avec un tueur dans les parages. Les personnages sont pas vraiment les plus futés ou développés du monde et se résument souvent à une seule caractéristique. Le cuisinier ne pense qu'à la bouffe, la copine relou ne pense qu'à la célébrité, le musicien est tordu, l'étudiante en psycho est trop intelligente, et le plus drôle c'est que même des personnages aussi basiques, le film n'est pas foutu de les garder consistants. On a par exemple une inversion totale entre ces 2 personnages, lui essayant d'abord de la draguer lourdement, ce à quoi elle répond qu'elle est trop intelligente pour lui, et 2 scènes plus tard, elle devient une grosse allumeuse qui lui tombe dans les bras tandis que lui, rendu sérieux par le pouvoir du scénario qui doit avancer, s'embrouille totalement et ne pense plus qu'à l'enquête. Et rajouter à ça, le public le plus bipolaire du monde. A few moments later. Et le tout sans transition. Et surtout, faut arrêter de tuer l'héroïne du film précédent dans l'intro. Même si la scène est plutôt cool, c'est quand même déjà la 3e fois. Un film donc assez bancal et bien pourri. Mais pourtant je l'aime bien. Appelons ça mon petit plaisir coupable, mais toujours est-il que de voir le rappeur Busta Rhymes faire du Jackie Chan face à Michael Myers, ça m'a toujours fait marrer. Alors je ne suis pas aveugle aux défauts du film, même s'ils sont assez fun pour me faire apprécier ce gros délire, mais le film a aussi ses qualités. La photographie est superbe, ses jeux d'ombre et ses reflets rouges sur le couteau qui ressort du cadre, c'est juste magnifique. J'aime bien aussi le commentaire sur les médias et la pseudo-réalité servie à un public naïf, même si c'est pas vraiment ce que j'aurais mis dans un film Halloween.
Et pour finir, l'idée de placer l'action dans l'ancienne maison de Myers est loin d'être conne car elle permet de justifier la présence de Michael tout en gardant un semblant de cohérence visuelle avec les films précédents. Contrairement à Halloween 20 ans après. Bref, un opus symptomatique d'une saga qui s'épuise, mais qui garde un certain attrait si vous êtes fan de nanars assumés. Après l'échec assez prévisible de Halloween Résurrection, les studios ne savaient plus qu'une chose, qu'ils voulaient continuer la saga. Ils ne savaient juste pas quoi faire. Une autre suite, un reboot, un préquel, un crossover avec Hellraiser, je vous jure que ça a été sérieusement envisagé, et la mort du producteur principal de la saga Mustafa Akkad en 2005 n'a pas aidé à mettre de l'ordre dans tout ça. Une traversée du désert jusqu'à ce que n'arrive un des réalisateurs les plus atypiques de ces dernières années, Rob Zombie. Alors avec ce nom et avec son look vous l'aurez peut-être deviné, mais Rob Zombie est en premier lieu un chanteur de métal que vous pouvez notamment entendre dans la bande originale de Matrix. Il se met au cinéma en 2003 avec sa Maison des Mille Morts, un gros slasher totalement barré, et continuera ensuite avec The Devil's Reject, un film plongeant dans les méandres de l'esprit humain en explorant notre humanité et le mal qui est en nous. Des thèmes très proches de ce qui fait Halloween, faisant de Zombie le candidat idéal pour reprendre le business avec un préquel originellement intitulé Halloween The Missing Year, avant de devenir un remake de l'original avec une partie préquelle. Et pour en venir finalement au film, si un jour on vous ressort que les remakes sont forcément nuls et inutiles, sortez-leur l'exemple d'Halloween, car ce film fait tout ce qu'un bon remake doit faire. Suffisamment fidèle à l'original tout en rajoutant correctement de nouveaux éléments, une vraie nouvelle version d'Halloween. La principale différence est le changement d'orientation. Carpenter avait orienté son film sur Laurie, Myers n'étant que la menace, alors que chez Zombie, Myers est le sujet du film. C'est son histoire que l'on suit, on le voit enfant et sombrer tragiquement dans le mal. J'en vois beaucoup cracher sur tout ce développement. C'est vrai qu'appliqué au premier film, il aurait été hors sujet, étant donné que Myers était traité comme le mal, sans visage, point. Alors que dans ce remake axé sur le réalisme, traiter Michael comme un humain perdant progressivement son humanité prend tout son sens. Et en parlant de développement, c'est bien le maître mot de cette nouvelle version, tant tout y est plus développé. Myers a le droit à presque 1 heure de film avant d'intervenir sérieusement, Loomis s'est présenté très tôt, les parents adoptifs de Laurie sont introduits dans l'histoire alors qu'ils sont à peine évoqués dans l'original, et ont également droit à plusieurs scènes avec Laurie pour bien cerner le personnage, et Laurie, puisqu'on y vient, est ici plus vivante et sympathique, ce qui permet d'agrandir le contraste avec le vide de Myers contre qui elle sera confrontée. Un autre élément qui participe au charme du film, c'est le fait que Rob Zombie ait apporté ses propres idées. Au-delà de sa fascination pour les cheveux longs, il amène quelques montages musicaux sympathiques et aussi de bonnes idées de mise en scène, comme le passage où le temps se fige après le meurtre de Myers et de sa famille. Pour sortir quand même un défaut, je vois pas l'intérêt de transformer tous les personnages en obsédés. Vraiment. A défaut de convaincre tout le monde, ce nouvel Halloween est un gros succès commercial, motivant naturellement une suite, sobrement intitulé Halloween 2, que Rob Zombie a à nouveau réalisé à la condition d'avoir une liberté artistique totale. Et ça se sent. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le film est différent. Il rompt la plupart des codes de la saga pour nous livrer un nouveau chapitre inédit, et il ne change pas toujours de la bonne manière. Est-ce que cette suite néglige de plus? C'est bien la cohérence. Pas avec la saga, mais avec le film précédent. Pour le premier, Rob Zombie avait opté pour une approche réaliste, traitant l'histoire comme un fait divers et s'inspirant de vrais cas d'enfants psychopathes. Alors le réalisme, Zombie l'envoie gentiment se faire foutre dans cette suite avec un Michael Myers survivant à une balle dans le crâne et suivant le fantôme de sa mère. Question réalisme, ça se pose là. Le film est résolu à couper les ponts pour offrir sa version, changement radical, annoncé clairement par cette scène. Look at this. No, it's the wrong photograph. I mean, this is old Loomis. This is new. Ce Loomis habillé du même imperméable que celui de Donald Pleasance symbolise clairement l'ancienne saga duquel le film essaye de s'émanciper. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur Loomis... Ok, alors, je suis prêt à accepter les nouvelles versions. Mais ce qu'ils ont fait à Loomis, faut pas déconner. L'avoir transformé en vieux cynique, avare et irascible, c'est absolument incohérent avec le précédent film où il se rapprochait beaucoup plus de la version Pleasance. Et pourquoi tout le monde le traite comme responsable de ce qui s'est passé? C'est pas sa faute. Alors ok, il en a profité avec son livre, mais ce n'est pas lui qui l'a libéré ou envoyé à Haddonfield. Il a même tout fait pour l'en empêcher, que ce soit en le soignant ou en lui tirant dessus. En plus qu'il soit totalement inutile ici. Tout ce qu'il fait c'est râler, des faux sourires ignobles sur plus d'1 heure et demie, avant qu'un élan de bravoure final qui le mènera à la mort sans avoir rien accompli. Champion. D'ailleurs, puisqu'on parle de personnages gâchés, Michael Myers, qui est devenu ici un vieux clochard qui pue, qui suit maman fantôme. Mais bon, ça à la limite, je peux l'accepter. Ce qui est inacceptable en revanche,
C'est ça. Michael, for God in hell. C'est tellement honteux qu'ils ont même pas osé le sortir en salle. Michael est ici un humain, un clodo emporté par la colère qui a perdu toute la classe et le charisme du tueur masqué qu'il était autrefois. Et qui parle, putain, 10 films de mutisme et 7 paroles profondes. Waouh! Et encore une fois, je ne me plains pas par rapport à la saga originale, mais du remake qui passait 1 heure à nous montrer Myers perdre son humanité pour arriver à ce revirement que toute l'histoire avec la maman n'a absolument pas préparé. Mais j'imagine que tout ça c'est symbolique, élément extrêmement présent, notamment avec ce cheval dont je n'ai jamais compris la signification. Sérieux, qu'est-ce qu'il représente? Et pourquoi on le voit à la fin allant vers Laurie, personnage réussite. Pour le coup, j'ai vraiment rien à redire. Elle est très bien écrite, très bien jouée, avec un développement différent de la version de Jamie Lee Curtis. Vraiment cool. Et pour continuer dans les qualités, la scène de la mort est vraiment bouleversante, les images sont magnifiques et Zombie continue d'apporter ses éléments personnels, comme ses arrêts sur image à la fin qui ne sont pas sans rappeler la fin de The Devil's Reject. Une suite mi-figue mi-raisin qui, par son monumental échec, achèvera la saga au cinéma. Jusqu'à aujourd'hui, car si j'en parle, c'est bien parce qu'un nouvel opus s'apprête à sortir. Un nouveau film faisant suite uniquement au premier et qui semble avoir pris toutes les bonnes décisions et que j'attends avec une impatience non dissimulée. Car au final, j'aime beaucoup cette saga, elle aura vraiment tout eu. Suite, direct, indirect, film indépendant, reboot, elle aura eu ses hauts, ses bas, mais au final, elle restera dans les mémoires, grâce à des thèmes simples, grâce à des concepts efficaces, à des personnages cultes, grâce à l'idée simple et universelle d'un tueur inhumain à la nuit des masques, au soir d'Halloween. Happy Halloween.